La France se ruine-t-elle en Ukraine? Honnêtement, j'en sais rien. Mais j'imagine que pour répondre à cette question, il faudrait d'abord analyser les chiffres de l'aide française pour l'Ukraine. C'est-à-dire, combien la France dépense-t-elle pour soutenir l'Ukraine? Au total, d'après le gouvernement, on sait que la France a pour le moment dépensé et compte dépenser au moins 6,8 milliards d'euros en aide militaire pour l'Ukraine. 3 milliards viennent d'être promis par l'accord signé en février 2024, mais on n'a aucun détail sur comment l'aide va être appliquée, donc on va l'ignorer ici. Ce qui nous laisse 3,8 milliards d'euros. C'est, toujours d'après le gouvernement, ce qui a été dépensé entre le début de la guerre, en 2022, et la fin de l'année 2023. Mais on a des détails sur seulement une partie de ces dépenses, sur la période qui va de février 2022 à novembre 2023. Période pendant laquelle la France aurait fourni une aide militaire de 3,2 milliards d'euros à l'Ukraine. Sur cette dernière, on sait presque tout sur les dépenses, grâce à un rapport d'information qui a été enregistré à l'Assemblée nationale. On va donc revenir ensemble sur ces chiffres, voir ce qu'ils signifient et comment le gouvernement en est arrivé à ce calcul. 3,2 milliards d'euros. Ok, mais dans quoi? D'après le rapport, c'est 200 millions d'euros via le Fonds spécial de soutien à l'Ukraine, 300 millions pour la formation de militaires ukrainiens, 1 milliard pour financer la Facilité européenne pour la paix, et enfin 1,7 milliard d'euros en cession d'armement. Super. Mais c'est quoi tous ces fonds? Et la cession d'armement, ça revient à quoi? Comment ils ont calculé pour en arriver à ce chiffre? Vous allez voir, il y a des choses à remettre en question là-dedans. Bon, on va commencer par le plus petit chiffre, le Fonds spécial de soutien à l'Ukraine. En fait, c'est simple, c'est juste un fonds qui permet aux Ukrainiens d'acquérir directement, auprès des industriels français, des équipements dont ils ont besoin. Les Ukrainiens avancent l'argent pour payer les entreprises et se rembourser ensuite par la France. Entre autres, ça leur a permis de récupérer de l'artillerie mobile française, dont 12 canons César et 15 canons TRF-1. Pour ce qui est de la formation de militaires ukrainiens, le titre parle de lui-même. Mais pour aller un peu plus loin, avec ses 300 millions, la France a formé par elle-même environ 7000 militaires ukrainiens, et a participé, dans une mission de l'Union Européenne, à la formation de 40 000 autres entre le début de la guerre et fin 2023. Sur ce chiffre de 500 millions au total, en comptant les deux choses dont on vient de parler, j'ai pas grand chose à dire. J'imagine qu'il est plutôt correct. Par contre, c'est pas le cas des chiffres qui vont suivre. La Facilité européenne pour la paix. Le nom est peut-être un peu mal choisi, mais pour faire simple, c'est juste un outil qui permet à l'Union Européenne de financer l'acquisition de matériel militaire par des États qui ne sont pas membres de l'Union. Par exemple, l'Ukraine. Alors, la France n'a pas donné qu'1 milliard à la FEP, mais on retient ici dans nos calculs seulement l'argent qui a été utilisé par l'Ukraine. C'est logique. Cette dernière a pu utiliser entre 2022 et 2023 5,7 milliards d'euros du fonds, auquel la France participe à hauteur de 18%. Ce qui revient en gros à nos 1 milliard. Sauf que, dans les calculs qui apparaissent un peu partout, le gouvernement omet de rappeler que sur les 1 milliard qu'il a dépensé, la FEP doit lui en rembourser 500 millions, en lien avec l'aide que la France fournit à l'Ukraine. C'est drôle parce que le rapport précise bien que c'est le cas, mais dans son calcul final, ça n'apparaît pas. Et de même, c'est complètement ignoré sur les articles ou les sites gouvernementaux que vous voyez un peu partout. On reviendra là-dessus juste après. Parce que d'abord, j'aimerais revenir sur la dernière partie de nos 3,2 milliards, la cession d'armement. L'armée française a cédé plusieurs de ses équipements à l'armée ukrainienne. Des munitions, évidemment, ainsi que des missiles solaires ou anti-chars, auxquels s'ajoutent de nombreux véhicules avec, en tête de file, de l'artillerie mobile, soit 18 canons César et 6 canons TRF-1. La France a aussi cédé 38 blindés de reconnaissance feu, les AMX-10. Mais la France n'ayant pas de stock d'équipements inutilisés au sein de son armée, contrairement à d'autres pays qui stockaient par exemple toujours des armes soviétiques, chaque cession de matériel est réfléchie pour qu'elle n'ampute pas trop les capacités de notre armée. Maintenant, il faut dire que ce chiffre est incorrect. Enfin plutôt que la méthode de calcul de celui-ci est orientée. Pour arriver à ce chiffre de 1,7 milliard, la France a calculé le coût de remplacement des matériels envoyés en Ukraine. C'est-à-dire que si on y envoie un missile, on va retenir ce qu'on paye pour le remplacer par un autre missile pour calculer l'aide à l'Ukraine. Dans le cas où on cède des munitions ou des équipements légers, comme des casques ou des pare-balles, ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, ça gonfle clairement les chiffres dans le cas des matériels lourds. Je m'explique. Les AMX-10 par exemple ne sont plus produits aujourd'hui.
Pire, leur remplacement par des blindés de nouvelle génération est déjà prévu depuis plusieurs années. Dans leur cas, ils seront remplacés par des Jaguars. C'est-à-dire qu'on attribue entièrement à l'aide à l'Ukraine le coût de remplacement de véhicules dont le remplacement était déjà acté et financé avant la guerre. On ne fait aucune dépense supplémentaire qu'à la normale, mais on l'attribue quand même entièrement dans le compte de l'aide pour l'Ukraine. C'est la même logique pour l'artillerie TRF-1 par exemple. Celle-ci disparaît rapidement des brigades françaises depuis une dizaine d'années. Pourtant, le coût de remplacement par du matériel de nouvelle génération de ceux qui ont été livrés à l'Ukraine est entièrement attribué à l'aide envers celle-ci. En réalité, la France se prive seulement de l'argent qu'elle pourrait gagner en revendant ces matériels une fois ceux-ci remplacés. Tout ça nous amène déjà à passer de 3,2 milliards d'euros à 2,7 milliards, en retirant les 500 millions qui seront remboursés par la FEP. Et sur ces 2,7 milliards restants, il faut partir du principe que le coût des cessions d'armement, qui en représente la majorité, a été gonflé. Mais je serais bien incapable d'en refaire un calcul plus juste, donc je ne peux pas vous donner de chiffre final sûr sur le coût de cette aide militaire. Partez seulement du principe qu'elle est surestimée. Maintenant, on peut se demander pourquoi le gouvernement gonfle volontairement les chiffres de cette aide. Et en réalité, la réponse est simple à trouver. Au début de la guerre, la France a été pointée du doigt par ses alliés parce qu'elle ne fournissait, à leurs yeux, pas assez de soutien à l'effort de guerre ukrainien. C'est illustré par le classement de l'Institut de Kiel, qui plaçait, et place toujours aujourd'hui, la France comme étant le plus petit donateur européen pour l'Ukraine. En établissant ses propres chiffres, le gouvernement essaye d'aller contre cette tendance, pour renforcer sa position internationale. C'est tout. Maintenant, regarder simplement ces chiffres ignore aussi certaines réalités du terrain, à savoir que cette aide est une aubaine pour notre industrie militaire. Celle-ci n'a jamais été aussi productive et rentable qu'aujourd'hui. À titre d'exemple, le temps nécessaire pour produire un canon César est passé de 30 à 15 mois, et l'entreprise Nexter en produit maintenant 8 par mois contre seulement 2 avant la guerre. Le secteur investit plus que jamais dans le développement de ses chaînes de production, ce qui est une bonne chose pour l'industrie française en général et pour la sécurité française, qui a besoin d'une industrie solide en cas de conflit de haute intensité. N'oublions pas non plus que les aides militaires françaises sont faites en matériel français, qui est remplacé auprès d'entreprises françaises, ce qui crée des emplois en France et génère des impôts qui reviennent tout droit dans les poches de l'État. Autre chose aussi, si Nexter par exemple s'en sort aussi bien en ce moment, c'est entre autres grâce à la publicité qu'apporte la guerre en Ukraine, et notamment du côté des canons César, qui se révèlent terriblement efficaces sur le terrain. Ainsi, depuis le début du conflit, l'entreprise a gagné plusieurs nouveaux clients. La Belgique, qui a commandé 19 César et 24 Griffons, et la Lituanie, qui a commandé 18 César, ainsi que l'Arménie, qui prévoit également d'en acquérir, bien qu'aucune commande n'ait encore été passée. S'ajoutent les commandes de 2 anciens acheteurs, la France et la République tchèque. Et puis enfin, si vous voulez comparer le coût de cette aide avec le budget de notre armée, il faut savoir que ce qu'on vient d'analyser, donc l'aide entre 2022 et fin 2023, représente environ 0,6% de ce que l'État prévoit de dépenser avec sa loi de programmation militaire entre 2024 et 2030, qui s'élève, elle, à 400 milliards. Si vous décidez de prendre le chiffre le plus haut qu'on a actuellement, donc les 6,8 milliards dont je vous ai parlé au début, et qui sont à relativiser, vous l'avez compris, ils représenteraient eux 1,7%. C'est seulement à titre de comparaison évidemment, parce que l'aide à l'Ukraine n'entre pas toujours dans le cadre de la loi de programmation, ça dépend. Si vous voulez comparer directement avec les dépenses de l'État entre 2022 et 2023, ces 6,8 milliards n'en représentent que 0,7%. Une dernière chose quand même, on a ici seulement analysé le coût de l'aide militaire, mais on peut aussi y ajouter les aides humanitaires et financières. Je vais pas refaire tout le topo que j'ai fait avec l'aide militaire, mais en gros, la France a dépensé depuis le début de la guerre environ 300 millions dans l'aide humanitaire en Ukraine. Ça comprend l'envoi de tout un tas de matériel d'urgence médicale, de véhicules, d'aide pour les populations déplacées et d'aide alimentaire. Ça comprend aussi une aide d'urgence suite à la destruction du barrage de Kakhovka. Pour l'aide financière, la France a par exemple fait des prêts, qu'elle garantit à hauteur de 400 millions d'euros. C'est pas la seule aide financière, mais pareil, je vais pas m'attarder dessus ici. Je vous donne les chiffres annoncés par l'État français, mais vous l'avez compris, il faut les relativiser. Enfin, il y a aussi sans aucun doute quelques dépenses sur lesquelles on ne sait rien puisqu'elles ne sont pas censées être publiques. Par exemple, la présence de nos services de renseignement sur place, ou de militaires français qui aident les Ukrainiens à utiliser le matériel qu'on leur fournit, ou à localiser des cibles ennemies. Information que le chancelier allemand Olaf Scholz vient de s'amuser à diffuser au moment où j'écris cette vidéo. Vous pouvez aussi sûrement prendre en compte le coût des sanctions économiques françaises envers la Russie.
Mais là-dessus aussi, j'ai aucun chiffre à vous donner. Alors, la France se ruine-t-elle en Ukraine? J'ai toujours aucune réponse à vous apporter. Je vous laisse en juger selon votre vision des choses, de la politique et de la géopolitique. Mais au moins maintenant, vous avez connaissance des chiffres dont on parle, exposés de façon aussi neutre que possible. N'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires, mais dans le respect et en évitant de relayer les fausses infos de tel ou tel service de propagande. Pour les abonnés de la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, si vous êtes rassurés par rapport aux craintes que vous aviez suite au post de la communauté. Merci aussi, comme toujours, aux membres qui soutiennent la chaîne, et je vous donne rendez-vous aussi vite que possible pour un nouvel épisode d'Histoire.